Je suis parti camper avec ma femme et ses amis. Après une courte promenade avec mon fils de 10 ans, tout avait disparu. Les gens, les tentes, la nourriture, les voitures, pas de réseau, juste un mot sur la table. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Ils nous avaient laissés pour mourir dans la forêt. 10 jours plus tard, ils l'ont regretté. Chapitre 1. La trahison dans les bois. La forêt était calme. Trop calme. Mon fils et moi n'étions partis que pour une courte promenade sur le sentier. 10, peut-être 15 minutes. Quand nous sommes retournés au campement, tout avait disparu. Les tentes, la nourriture, les voitures, même les rires des gens avec qui nous étions venus. Tout ce qui restait était une simple table pliante. Dessus, une seule feuille de papier était lestée par une pierre. Mon fils la ramassa de ses mains tremblantes. Sa voix se brisa en lisant à voix haute. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. C'était l'écriture de ma femme. J'ai regardé autour de moi, la terrible prise de conscience me serrant la poitrine. Il ne s'était pas perdu. Il n'était pas allé chercher de l'aide. Il nous avait abandonnés. Pas de réseau, pas de provisions, juste un garçon de 10 ans et son père, abandonnés au plus profond de la nature sauvage. Les grands yeux de mon fils croisèrent les miens. « Papa, est-ce qu'on va mourir ici ?» J'ai forcé un calme que je ne ressentais pas, posant une main sur son épaule. « Non, mon fils. Nous allons survivre. Et quand nous sortirons d'ici, ils le regretteront. » Chapitre 2. 10 jours dans la nature. La première nuit fut la plus difficile. Mon fils s'est blotti contre moi sous le ciel étoilé, tremblant non seulement de froid, mais aussi de peur. Je n'avais ni tente, ni réchaud, ni nourriture, juste ma veste, une bouteille d'eau à moitié vide et la détermination de le garder en vie. Jour 1 à 3, l'instinct de survie. Nous avons construit un abri de fortune avec des branches et des feuilles. Je lui ai montré comment récupérer l'eau de pluie avec ma chemise et un tronc d'arbre creux. Quand son estomac gargouillait, je lui ai appris à identifier les baies comestibles et à poser des pièges simples avec des lacets. La nuit, quand les coyotes hurlaient au loin, je l'enlaçais et lui chuchotais des histoires sur la façon dont son grand-père m'avait enseigné les mêmes techniques quand j'étais enfant. Cela le calmait, et moi aussi. Jour 4 à 6, le point de rupture. Le 4e jour, l'épuisement nous rongeait. Les lèvres de mon fils étaient gercées, ses jambes faibles. Il m'a de nouveau demandé si nous allions mourir. J'ai regardé dans ses yeux, si semblables aux miens, et j'ai forcé un sourire. Nous n'allons pas mourir. Nous allons leur montrer qui nous sommes. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de prouver que les personnes qui nous avaient abandonnés ne pouvaient pas nous briser. Le 6e jour, nous avons trouvé un ruisseau. Nous avons bu jusqu'à en avoir mal au ventre. Et j'ai remercié silencieusement le ciel. Jour 7 à 10, le retour. Les forces sont revenues. J'ai fabriqué des bâtons de marche rudimentaires et nous avons suivi le ruisseau en aval jusqu'à ce que, le 10e jour, nous tombions sur un chemin de terre. Le camion d'un garde forestier a surgi au détour du virage. Ses yeux se sont écarquillés en nous voyant. En haillons et sale, mais vivant. Mon Dieu, on vous cherche depuis plus d'une semaine. Votre femme a dit que vous vous étiez éloigné et n'étiez jamais revenu. J'ai échangé un regard avec mon fils, sa petite mâchoire s'est crispée. Et pour la première fois, j'ai vu de la colère dans ses yeux. Elle a menti, a-t-il chuchoté, et j'ai hoché la tête. Car maintenant, ce n'était plus une question de survie. C'était la guerre. Chapitre 3. Le retour. Quand nous sommes sortis du camion du garde forestier en ville, les gens ont eu un hoquet de surprise. Les appareils photo crépitaient. Pour tout le monde, nous étions un miracle, un père et son fils qui avaient défié la mort dans la nature. Mais pour moi, c'était le premier pas sur un champ de bataille. L'histoire qu'ils ont racontée. Au poste de police, les officiers ont expliqué ce que ma femme et ses amis avaient dit. Ils se sont éloignés et ne sont jamais revenus. Nous avons cherché, mais ils ont dû se perdre. Elles se sont dépeintes comme des témoins inquiets et impuissants. Certaines se sont même portées volontaires en larmes pour aider aux recherches, alors qu'en réalité, elles nous avaient laissé mourir de faim. Mais leur histoire présentait des failles. Les registres de recherche montraient qu'elles n'étaient pas retournées une seule fois dans la forêt après le premier jour. Pas d'avis de recherche, pas d'appel aux hôpitaux locaux. Rien.
Le chef de la police s'est penché sur son bureau. Nous étions déjà méfiants. Les gens n'abandonnent pas un campement comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé une main sur l'épaule de mon fils. Ce n'était pas le moment d'exploser. La vengeance exigeait de la patience. La loyauté des enfants. Ce soir-là, ma fille s'est précipitée dans mes bras en pleurant. Papa, je savais qu'elle mentait. Elle a dit à tout le monde que tu t'étais enfui, mais je ne l'ai pas cru. Mon fils, meurtri par 10 jours dans la nature, a murmuré, elle nous a laissés pour mourir, et je ne lui pardonnerai jamais. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Ma vengeance n'était pas seulement pour moi. C'était pour eux aussi. Ils avaient besoin que justice soit faite. Le premier coup. Le lendemain matin, j'ai contacté mon avocat. Ensemble, nous avons rassemblé le moindre élément de preuve, le mot laissé sur la table, le témoignage du garde et de la police sur leur manque d'efforts de recherche, les rapports médicaux montrant la déshydratation et la malnutrition de mon fils, les relevés bancaires montrant leurs dépenses de « virée entre filles », pendant que nous étions portés disparus. Nous ne sommes pas allés les voir. Nous n'avons pas cherché la confrontation. Nous avons monté un dossier si solide qu'il les écraserait sous son poids. Et le moment venu, nous le rendrions public. De la même manière qu'elle nous avait abandonnés. Chapitre 4. L'heure des comptes. La tempête a éclaté plus vite que je ne l'avais prévu. Une fois que la police a reconstitué la vérité ou le mot, le témoignage du garde, l'absence de recherche, ils sont passés à l'action. Ce que ma femme et ses amis pensaient être un plan d'évasion astucieux ressemblait maintenant à toute autre chose, une tentative de meurtre par abandon. L'enquête de police. Les inspecteurs les ont interrogés séparément. Ma femme s'en est tenue à son histoire, il s'est éloigné. Nous avons essayé de le trouver. Mais les failles étaient béantes. Les relevés bancaires montraient des visites au spa et des factures de restaurants datées pendant la période de recherche. Des photos d'elle sur les réseaux sociaux, riant autour de cocktails pendant que mon fils et moi luttions contre la déshydratation, ont scellé leur sort. Le mot qu'elle avait laissé derrière elle a été versé au dossier. Sa propre écriture la trahissait. Le chef de la police m'a dit en privé, elle n'a pas seulement fait une erreur. Elle a orchestré tout ça. Le tribunal de l'opinion publique. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gros titres criaient, père et fils abandonnés dans la nature survivent 10 jours contre toute attente, l'épouse et ses amis font face à des accusations criminelles après la découverte d'un mot glaçant. Les gens étaient furieux. Les réseaux sociaux les ont transformés en monstres du jour au lendemain. Les amis de ma femme, autrefois suffisantes et moralisatrices, étaient harcelés par les journalistes devant chez elle. Un par un, leurs employeurs se sont publiquement distanciés. La contre-attaque juridique. Mon avocat a demandé la garde exclusive de mes enfants, invoquant la mise en danger et la négligence. Avec les preuves en main, le juge n'a pas hésité. Les droits de garde de ma femme lui ont été retirés immédiatement. Sur le plan financier, j'ai intenté des poursuites civiles pour dommages et intérêts, frais médicaux, détresse émotionnelle et atteinte à la réputation. Leurs comptes en banque ont été gelés sur ordonnance du tribunal. Les journées au spa et les cocktails étaient terminés. Maintenant, elle payait des avocats juste pour tenter d'éviter la prison. Le coup de grâce émotionnel. Le moment le plus difficile est venu au tribunal lorsque mon fils s'est levé, sa petite voix tremblante mais ferme. Elle nous a laissés pour mourir. Je ne veux plus jamais vivre avec elle. Des murmures ont parcouru la salle. Ma femme s'est effondrée en sanglots, mais personne n'a bougé pour la réconforter. Ses amis n'osaient pas la regarder. Les mêmes personnes qui avaient ri en quittant le campement étaient maintenant assises en silence, réalisant qu'elles avaient détruit leur propre vie. Chapitre 5. La justice finale. Le tribunal est devenu le lieu où la boucle s'est bouclée. La sentence. Ma femme et ses amis, autrefois assez arrogantes pour nous laisser mourir dans la forêt, mon fils et moi, se tenaient maintenant, tremblantes, menottes au poignet. Le procureur n'a pas mâché ses mots. Ce n'était pas de la négligence. C'était un abandon, prémédité et délibéré. Le mot, les relevés bancaires, le témoignage du garde, les paroles de mon fils, le dossier était béton. Le marteau du juge s'est abattu, coupable. Elles ont chacune écopé de peines de prison pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'homicide involontaire. Pas de sursis, pas de clémence. L'effondrement social. Les journalistes grouillaient à l'extérieur du palais de justice.
Autrefois, ma femme aimait les flashs des appareils photo, se prélassant dans l'admiration. Maintenant, chaque flash gravait son image plus profondément dans l'infamie. Ses amis ont été ostracisés. Leurs employeurs ont rompu les liens, leurs familles les ont reniés, et même des parents éloignés refusaient de répondre à leurs appels. Elles n'étaient pas seulement en disgrâce, elles étaient devenues radioactives. La conclusion émotionnelle. Le vrai moment de justice est venu tranquillement. Après le verdict, mon fils a tiré sur ma manche. Sa voix était douce mais stable. « Papa, on a survécu ensemble. » Je l'ai serré contre moi. Des larmes me brûlaient les yeux, non pas de douleur, mais de fierté. Il avait traversé l'enfer avec moi et en était ressorti plus fort. Une conclusion poétique. Des mois plus tard, alors que je prenais la parole lors d'une collecte de fonds pour la survie en milieu sauvage, racontant notre histoire non pas comme une tragédie, mais comme un triomphe, j'ai remarqué des visages dans la foule hochant la tête, applaudissant, admiratifs. Et j'ai réalisé que les mêmes personnes qui avaient autrefois essayé de m'effacer m'avaient offert le plus grand des cadeaux. Un héritage bâti non pas sur leur approbation, mais sur la résilience, la force et la vérité. Elles pensaient nous avoir laissés pour mourir. Au lieu de cela, elles se sont enterrées elles-mêmes. Et mon fils et moi sommes sortis des bois, plus forts, unis et libres. Épilogue. Des années plus tard, sa vie derrière les barreaux. Ma femme ne s'est jamais adaptée à la vie en prison. Autrefois adulée lors des brunchs et des fêtes, elle est devenue un simple numéro de matricule. Ses amies, celles qui avaient comploté avec elle, se sont rapidement retournées les unes contre les autres, chacune essayant d'obtenir un meilleur accord. La trahison les a rongées de l'intérieur, tout comme elles avaient autrefois essayé de nous dévorer, mon fils et moi, en nous abandonnant. Quand j'ai vu son nom dans un journal local des années plus tard, détenu se voit refuser une libération anticipée pour manque de remords, je n'ai plus ressenti de colère, juste de la pitié. Notre vie reconstruite. Mon fils est devenu un homme qui portait des cicatrices, mais aussi de la force. Ces 10 jours l'avaient endurci, mais il nous avait aussi liés d'une manière que rien ne pouvait briser. Il est devenu un leader à son tour. Fort, résilient et loyal. Ensemble, nous avons raconté notre histoire. D'abord dans les écoles, puis dans des programmes de survie, et enfin lors de conférences nationales. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions la preuve de l'endurance. Justice poétique. Un soir, après avoir terminé un discours lors d'une collecte de fonds, mon fils s'est penché et a murmuré avec un petit sourire. « Papa, tu te souviens du mot. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. » J'ai hoché la tête. Il a gloussé. Finalement, elle avait raison. C'était vraiment pour le mieux. Le public s'est levé pour nous applaudir, et j'ai réalisé toute la vérité. Elle nous avait laissés dans la forêt pour mourir, mais ce faisant, elle n'avait tué qu'elle-même. Et de cette nature sauvage, mon fils et moi sommes sortis. Pas seulement vivants, mais inarrêtables. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire si vous pensez que cette vengeance est justifiée. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus d'histoires stupéfiantes de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre.